Peut-on faire confiance à la mémoire? Nous avons tous l'impression que oui, et que nous sommes faits de la concaténation de nos expériences telle qu'elle s'est enregistrée dans la mémoire. Pourtant, nous savons aussi que dès que nous confrontons notre mémoire d'un même événement avec celle de quelqu'un d'autre qui a participé au même événement, eh bien, les récits en sont quelquefois fort différents, voire contradictoires. C'est spécialement vrai quand il s'agit d'un couple, un couple qui a des choses à se reprocher mutuellement, et l'histoire que raconte l'un n'est évidemment pas du tout l'histoire que raconte l'autre. Alors, avec toutes ces preuves, pouvons-nous encore faire confiance à la mémoire? Au 5e siècle avant Jésus-Christ, un certain Simonide a, paraît-il, inventé l'art de la mémoire. C'est-à-dire à une époque où les livres n'existaient pas, enfin l'imprimerie n'existait pas, donc le livre était très rare, il fallait pouvoir se souvenir des récits ou des essais philosophiques. Et donc, Simonide conseillait, à la suite d'une petite histoire qui lui est arrivée, à propos de l'effondrement d'un temple, il conseillait à l'orateur de parcourir un édifice imaginaire qu'il construisait, ou d'un édifice qu'il allait visiter, un édifice de la réalité, et de remplir chaque pièce avec chacun des chapitres de ce qu'il a à raconter. C'est-à-dire d'associer des images aux mots. Et bien entendu, même si l'édifice que visite l'orateur est un édifice de la réalité, eh bien il y met dedans ses propres imaginations, ses propres réflexions, ses propres démonstrations. Il fait donc un travail imaginaire, un travail où il met des images de son esprit dans telle pièce, qu'il va associer tel développement de son esprit à tel statut qui est dans la pièce, ou à telle peinture, à tel meuble, à telle personne même. Ainsi se souviendra-t-il. Bon, ainsi en est-il de la mémoire consciente. Mais ce fonctionnement qui marchait très bien et qui a fonctionné jusqu'à l'invention de l'imprimerie en aidant les orateurs, eh bien, ce mode de fonctionnement qui associe des mots et des images est aussi celui du fonctionnement de l'inconscient. Simplement, les images que l'on colle aux mots ne sont pas forcément concordants à la réalité. Et donc, il y a un va-et-vient constant dans la dynamique de ce que nous sommes, la dynamique de notre esprit, qui fait intervenir l'imaginaire, le souvenir imaginaire sur le souvenir de la réalité. C'est ce qui déclenche pas mal de symptômes chez les gens que j'ai eu à recevoir et que je reçois encore, et chez moi-même. Bien que, du fait de mon analyse, moi j'ai réussi un peu à faire avec. Et je vais vous raconter comment. D'ailleurs, ce sont des choses qui vont certainement pas vous faire plaisir. Pourquoi ça va pas vous faire plaisir? Parce que ce sont des choses issues de l'inconscient. Et l'inconscient, s'il est inconscient, c'est-à-dire si nous ne le savons pas, c'est qu'il a des raisons. Et cette raison, elle tient en un mot, c'est que c'est désagréable. Donc, je vais vous dire des choses désagréables. Et je vous prie de m'en excuser par avance. Pendant longtemps, j'ai été comme Michel Onfray aujourd'hui. Michel Onfray, le principal pourfendeur de la psychanalyse, qui dit naïvement « Moi, avoir désiré sexuellement ma mère, mais jamais de la vie. Il faut être un pervers comme Freud pour avoir des idées pareilles. » Eh bien, j'étais comme ça moi aussi. Et même pendant très longtemps, dans les premiers temps de mon analyse, jusqu'au jour où j'ai rêvé que j'avais tué mon père et que j'avais couché avec ma mère.
Et c'était absolument effroyable. Quand je vous ai dit que j'allais dire des choses désagréables, ça m'était désagréable pour moi aussi, plus que désagréable. C'était absolument horrible. Il y avait ce sentiment d'inéluctable que c'était arrivé, c'était absolument arrivé dans la réalité, et il n'y avait rien qui pouvait faire que je puisse revenir en arrière, faire en sorte que mon père ne soit pas mort et que je n'ai pas couché avec ma mère. C'était tellement horrible que je me suis réveillé. Et même réveillé, eh bien pendant encore 5 à 10 minutes, je ne sais plus, réveillé, j'étais encore persuadé que j'avais tué mon père et que j'avais couché avec ma mère. Bien entendu, après, ça s'est dissipé. Je me suis aperçu que non, ce n'était pas un souvenir de la réalité, c'était un souvenir du fantasme fondamental, dont je fais l'hypothèse qu'il est le même chez tout le monde. J'en fais l'hypothèse parce que je le retrouve régulièrement chez mes analysants, et que quand j'analyse les mythes de tous les peuples, je retrouve cette structure, sous des formes extrêmement diverses. Mais il ne faut pas être grand clerc pour la reconnaître que ce dont il s'agit, c'est Oedipe et castration. Castration au sens où la punition que s'inflige Oedipe après s'être aperçu qu'il avait tué son père et couché avec sa mère, c'est de se crever les yeux. Se crever les yeux, qu'est-ce que ça a à voir avec la castration? Eh bien, ce sont les yeux, c'est le regard qui permet de faire la différence entre une fille et un garçon. Et que on s'aperçoit, quand on est un petit enfant, que ici il y a un phallus et là il n'y en a pas. Et que la seule explication qui vient tout de suite aux enfants, c'est que c'est parce qu'il y a eu castration. S'il y a eu castration, c'est qu'il y a eu une faute. C'était en punition d'une faute. Bien entendu, c'est tellement désagréable que nous le refoulons. C'est-à-dire nous en perdons conscience quasi immédiatement. Et pourtant, c'est là la mémoire de ce fantasme, parce que c'est un fantasme, ce n'est pas la réalité. On ne fabrique pas des filles en castrant des garçons. Ça n'existe pas, ça. C'est un fantasme. Mais c'est le fantasme qui vient en support à la punition d'avoir réalisé l'Oedipe, réalisé imaginairement le fait de coucher avec l'un des parents, voire les deux. Donc ça me sert de guide. J'ai le sentiment que c'est universel, mais je ne vais pas l'imposer à mes analysants, bien entendu, je les écoute, mais contrairement à ce qu'on pourrait m'objecter, que c'est une grille d'interprétation réductrice, on m'a souvent opposé cet argument, eh bien, au contraire, je peux entendre tout le reste, mais je peux entendre ça aussi, en plus, parce que je l'ai découvert chez moi-même, le fait de l'avoir conscientisé, ça me permet, lorsque j'entends un analysant, de poser les bonnes questions au bon moment. J'ai reçu pendant une quinzaine d'années, je reçois encore, un monsieur que nous allons appeler Alphonse. Ce monsieur a vu sa vie complètement détruite par ce souvenir, ce triple souvenir. Il a tué un enfant à coups de canne quand il était petit. Quand il était petit également, il a rendu aveugle quelqu'un en lui mettant un pot de peinture sur la tête. Et enfin, il a vraisemblablement fait perdre un œil à une femme. Il lui avait envoyé un grain de riz dans l'œil à l'aide d'un stylo Sarbacane, comme font souvent les enfants. Pendant très longtemps, j'ai cru que ces souvenirs étaient des souvenirs de réalité. Et puis un jour, je ne sais pas, il me le répétait souvent en séance, un jour qu'il me le répétait encore une fois, quelque chose m'a mis la puce à l'oreille et je lui ai demandé, mais lorsque vous avez donné ce coup de canne à l'enfant, est-ce que vous l'avez vu mort ensuite? Il me répond non. Et je dis, comment savez-vous qu'il est mort alors? Mon père me l'a dit. Ah, mais vous ne l'avez jamais vu mort, cet enfant? Non. Et l'enfant que vous avez rendu aveugle, l'avez-vous vu aveugle après? Non, je ne l'ai plus jamais rencontré.
Mais mon père me l'a dit et il m'a fait promettre que de bien travailler à l'école pour que plus tard j'ai un bon salaire et que je retrouve cet enfant et que je lui donne la moitié de mon salaire pour toute la vie. Ah, donc vous ne savez pas vraiment si cet enfant a été aveugle, c'est seulement votre père qui vous l'a dit, oui. Et cette dame dont vous pensez que vous l'avez rendue borgne, vous l'avez revue après? Non, jamais. Et alors comment le savez-vous? Ah là, son père ne lui avait pas dit, il sait juste qu'il y a eu cet événement et il n'en connaît pas les suites. Alors je me suis permis de lui dire, écoutez, il se pourrait bien que votre souvenir, là, ça soit un souvenir imaginaire, vous ne croyez pas? Et sur le moment, il a bien voulu changer d'opinion. C'est-à-dire qu'il s'est vraiment posé la question de oui, au fait, ce souvenir n'est-il pas imaginaire? Donc pendant quelque temps, j'ai cru que ça allait aller mieux, qu'il allait être débarrassé de ce sentiment de culpabilité inouï qui écrasait sa vie, s'étant rendu compte, comme moi avec l'Oedipe, qu'il ne s'agissait que d'imagination. Hélas non, il est revenu beaucoup plus tard à sa croyance première, non, il s'agit de réalité. Et en ce moment, c'est-à-dire encore des années plus tard, nous revenons là-dessus, et à nouveau, cette fois, il accepte de mettre en doute la réalité de ce souvenir. Donc on a encore du travail. J'ai reçu une autre personne que nous allons appeler l'Ihua, car elle est chinoise, qui elle aussi a un souvenir comme ça, qui écrase sa vie sous un sentiment de culpabilité effroyable. Quand elle était petite, elle aurait elle aussi tué un enfant, une petite fille, elles jouaient ensemble au bord de l'étang, elles se sont disputées, elle aurait poussé la petite fille dans l'étang, et la petite fille se serait noyée. Elle a un autre souvenir aussi, où elle jouait avec un cousin, un petit garçon, qui jouait bêtement, comme souvent les garçons, à lui passer la flamme sous le nez, la flamme de la lampe à pétrole, et elle a eu un geste de défense pour légitimement se protéger. La lampe à pétrole est tombée, a mis le feu au plancher, qui a mis le feu à la maison, qui a mis le feu à tout un quartier, il y aurait eu plusieurs morts. Nous avons longuement travaillé là-dessus, j'ai demandé des détails, et comme je dis, poser la bonne question au bon moment, hein, je ne vais pas vous faire tout le trajet que nous avons parcouru. La conclusion en était que elle, très rapidement, elle a bien voulu admettre que oui, là, il s'agissait de fantasmes, et pas du tout de mémoire d'événements réels. En particulier, elle a compris que l'enfant qu'elle avait poussé, la petite fille qu'elle avait poussée dans l'étang, elle l'avait poussée dans le miroir de l'étang, hein, dans un étang on peut se regarder, et que cette petite fille n'était autre qu'elle-même. Pourquoi se serait-elle poussée dans l'étang, ou avait-elle poussé son double dans l'étang? Eh bien parce que sa mère n'a cessé de lui seriner qu'elle aurait préféré avoir un garçon. Et donc elle tuait la petite fille de façon à espérer peut-être être un garçon. Bon, quant à l'Oedipe, elle a parfaitement rêvé, elle, à sa façon, qu'elle avait elle aussi couché avec sa mère, et sa mère était munie d'un phallus, et elle jouait le rôle de la fille à ce moment-là. Donc vous voyez que nous avons cette question de l'Oedipe et de la castration aussi, comme nous l'avions chez Alphonse, puisque chez Alphonse, c'était la question de l'aveuglement et du meurtre qui était récurrent, donc comme chez Oedipe, avec l'aveuglement comme témoignage d'une atteinte au sexe. L'atteinte au sexe étant représentée par l'atteinte à l'œil qui regarde le sexe. Encore quand on peut accrocher sa vie à
des certitudes de la mémoire. Ce sont peut-être des certitudes imaginaires, qui coûtent beaucoup en sentiment de culpabilité, mais au moins ce sont des panneaux indicateurs, des endroits où on peut asseoir sa personnalité, même si c'est un peu bancal comme mode d'asseoir. Et quand tout bouge tout le temps, quand rien n'est stable dans l'histoire, c'est ce qui arrive à Estelle. Cette personne est africaine, je la reçois depuis 16 ans, et depuis 16 ans, elle m'a raconté des centaines de versions différentes de son histoire. Tantôt elle a été violée par son père, tantôt elle a été violée par ses frères, tantôt son père n'est pas son père parce que c'est son frère qui a violé sa mère, et donc elle est le fils de son frère et non pas de son père. Mais à certains moments, sa mère n'est pas sa mère, elle est une enfant adoptée, et elle ne sait pas d'où elle vient. Et puis le lendemain, non, sa mère est bien sa mère, mais c'est son père qui n'est pas son père, c'est quelqu'un d'autre. C'est le chef des kimbanguistes qui a violé sa mère, et qui d'ailleurs l'a violée aussi, etc., etc. Je ne vous redis pas toutes les occurrences tordues par lesquelles nous en sommes passés quant à son histoire. Cependant, vous entendez bien qu'il y a quelque chose qui reste, c'est le viol. Et le viol avec des membres de la famille. Autrement dit, quoi? Eh bien, l'inceste, c'est-à-dire l'Oedipe, encore une fois. Cet Édipe n'est pas précis, ce n'est pas comme chez moi, ou comme chez Leroy, ou comme chez Alphonse, un Oedipe bien situé avec un parent. Là, c'est un petit peu n'importe qui de la famille, voire de l'entourage, qui a commis ces viols. Donc il y a la question de l'acte sexuel et de son origine est posée. À cela s'ajoute le fait que elle m'a raconté dans un premier temps qu'elle était née garçon et qu'on l'avait châtrée, et qu'ensuite on l'avait violée. On retrouve là la question de la castration, comme dans les cas précédents. Et puis elle a laissé tomber cette version de son histoire en disant non, on m'a excisé. Et alors là, ça c'est quelque chose aussi qui reste, qui ne change pas. Par contre, elle a inventé toute une série d'événements qui pourraient expliquer l'excision, parce que elle précise bien que dans son pays, on n'excise pas les femmes. Elle le sait, ça c'est dans sa culture, on n'excise pas les femmes, et elle demande « Pourquoi moi ?» Effectivement, pourquoi elle? Ça n'a pas de sens. Donc elle a inventé à une époque qu'on l'avait sans doute envoyée au Mali pour la faire exciser, parce qu'au Mali on excise les femmes. Bon, bien entendu, je ne me suis pas précipité du tout pour vérifier si au Mali on excisait les femmes et si dans son pays on ne les excisait pas. Ça n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est ce qu'elle croit. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc, elle a inventé cette histoire d'enlèvement au Mali, et puis finalement, elle est revenue là-dessus. Mais non, c'est pas ça mon histoire. Je n'ai pas été enlevée. On m'a fait venir en France, et c'est en France que ça s'est passé. Enfin, tout est possible. Et le contraire. Mais il y a deux choses qui restent, le viol et l'excision, c'est-à-dire inceste et castration. L'excision vient en substitut de la castration. Elle a dû s'apercevoir que dans la réalité, comme tout le monde, comme nous tous, on ne fabrique pas des filles en castrant des garçons, mais par contre, comme l'excision existe, elle vient en substitut possible, tandis que la castration est quelque chose d'impossible de nos jours, qui lui permet de parler de cela dans les termes qui sont à disposition dans la culture du moment. Elle me dit « Mon visage change tout le temps. » Évidemment. Si sa mémoire change tout le temps, son visage change tout le temps. D'ailleurs, au début que je la voyais, elle disait qu'elle ne se voyait pas dans le miroir. Et que quand elle était sous la douche, quand elle frottait, là, elle ne voyait rien. Alors maintenant, ça va mieux. Je l'ai suffisamment envoyée devant la glace des toilettes dispensaires pour que, ensemble, nous regardions ce qu'il y avait dans le miroir, ce qu'il y avait à voir. Et finalement, au bout de pas mal de temps, elle a décrété qu'elle commençait à voir quelque chose, un visage, effectivement, qui est apparu, un corps est apparu.
mais un visage qui change tout le temps. Et effectivement, elle est en train de devenir chinoise, elle est en train de devenir blanche, ça c'est selon les jours. Et l'enfant qu'elle porte à un certain moment donné de son histoire va naître blanc parce que c'est son fantasme qu'il soit blanc. Vous voyez que ça change tout le temps. Mais, encore une fois, on retrouve la même structure. Donc on peut faire confiance à la structure du fantasme beaucoup plus qu'à la structure de la mémoire d'une certaine réalité. J'ai reçu Notre-Dame, ça fait aussi 16 ans qu'on la reçoit. On l'appellera Hélène, celle-là. Elle a aussi sa vie écrasée par un sentiment de culpabilité effroyable. Parce que elle a le sentiment que les gens pensent qu'elle est une voleuse. Quand je l'ai reçue il y a 16 ans, c'était ça. Ça l'empêchait littéralement de sortir de chez elle parce que tous les gens dans la rue la regardaient et pensaient qu'elle était une voleuse. Bon, ce qui l'amène parfois à cesser de fréquenter le marché parce que un commerçant du marché qui s'était trompé en lui rendant la monnaie, trompé en la faveur d'Hélène, n'ayant rien dit, elle pense qu'elle a volé ce marchand et que du coup, ce marchand qui s'en est aperçu forcément après coup, pense qu'elle est une voleuse, en a parlé à tout le monde dans le marché et ainsi de suite. Ça peut être pour 20 centimes, 50 centimes. Pour plein d'autres éléments de la vie quotidienne, ça lui vient comme ça. Elle s'est abonnée à telle activité à la maison de la culture, et puis finalement elle n'y est pas allée, elle a demandé le remboursement, on lui a remboursé trop, elle n'a rien dit, et elle se pense que tout le monde à la municipalité pense qu'elle est une voleuse. Et ainsi de suite. Bon, tout ça s'est énormément calmé parce que nous avons énormément travaillé sur le mode suivant. Chaque fois qu'elle me racontait un incident de ce genre, je lui disais, mais avez-vous... sur quels indices vous basez-vous pour penser que la personne pense que vous êtes une voleuse? Elle ne sait pas. Alors je lui demande, est-ce qu'elle vous l'a dit? Non, elle ne me l'a pas dit. Et alors comment le savez-vous? Je l'ai lu dans son regard. Comment pouvez-vous lire une chose aussi compliquée dans le regard de quelqu'un? J'ai eu l'impression. Et alors je mettais le doigt sur le fait qu'elle venait de dire « j'ai eu l'impression ». Parce qu'il y a toute une distance entre dire « l'autre pense que je suis une voleuse » et « j'ai eu l'impression que l'autre pense que je suis une voleuse ». Il y a une réintroduction du sujet dans l'affaire. Ce n'est plus l'autre qui régit toute la réalité. J'interviens, ne serait-ce que par un sentiment. Ce sentiment fut-il délirant, j'interviens. Donc à chaque fois, je mettais l'accent là-dessus. Oui, vous avez eu l'impression, c'est votre impression. Et alors à ce moment-là, elle concluait, ah, je me suis fait des idées. Et à force d'avoir fait cet exercice, c'était difficile au début, ensuite ça venait très facilement. Elle venait très rapidement me dire, après quelques questions, ah oui, je me suis encore fait des idées. Et même au bout d'un certain nombre d'années, elle arrivait en séance en me disant « Ah, monsieur Habibon, je vais vous raconter un truc, je me suis encore fait des idées. » C'est-à-dire qu'elle faisait elle-même le travail de se rendre compte que ce n'était que son impression. Alors, maintenant, sa vie s'est fondamentalement apaisée, bien sûr. Il n'empêche que de temps en temps, il y a une petite rechute de rien du tout, où elle m'en parle et tout de suite, ah oui, je me suis fait des idées, et voilà, c'est reparti. Donc l'angoisse, le sentiment de culpabilité a quasiment disparu. Mais c'est pas seulement ce travail, ces exercices que nous avons fait de détailler chacun des éléments de l'histoire, de sa mémoire. Donc, pour essayer de distinguer ce qu'il pouvait y avoir de la réalité et de ce qu'il pouvait y avoir de son impression, car de son imaginaire. Nous avons aussi
Enfin, je l'ai interrogé un jour en lui disant, mais vous ne trouvez pas que votre sentiment de culpabilité est un peu fort pour 20 centimes, 10 centimes, des petites choses comme ça? Elle me dit oui, mais pourquoi? Et je dis, mais ne pourrait-on pas faire l'hypothèse qu'il y a quelque chose de beaucoup plus énorme qui justifierait un tel sentiment de culpabilité, mais comme vous ne vous en souvenez pas, vous le mettez sur le compte de tous ces petits événements de la vie quotidienne. Et j'ai reposé la question plusieurs fois, nous l'avons travaillé très souvent, et il est sorti ce souvenir quand elle était petite. Un adolescent lui a demandé de voir son sexe en échange d'un canif. Donc, elle a dit oui. L'adolescent l'a entraîné dans une cave, et non seulement il a regardé le sexe en question, mais il l'a léché. Et pendant qu'il léchait, eh bien, elle jouait toute tranquille avec le canif. Mais je lui ai bien demandé, mais quel était votre sentiment à ce moment-là? Et elle m'a dit, je me sentais coupable de le laisser faire. Ah, coupable. Coupable, couteau, canif. Est-ce que c'était un vrai souvenir? Ou est-ce que c'est un arrangement fantasmatique pour parler de la castration, de la différence sexuelle entre un garçon et elle? D'ailleurs, elle m'a raconté un rêve où, lorsqu'elle était adulte et mariée, elle rêvait qu'elle coupait le sexe de son mari. Donc la mise en rapport de ce rêve et de ce souvenir, entre guillemets, ont fait qu'elle a compris d'où venait cet énorme sentiment de culpabilité, se sentir coupable, se sentir coupé, se sentir une femme. C'était tout simplement ça la question. Et comme en tant que femme, elle s'est réintroduite dans son appréciation de la réalité par ces « ah oui, j'ai eu l'impression que, j'ai eu », eh bien, elle a repris pied dans la réalité. Alors, il n'y a pas seulement une séparation précise entre la mémoire de la réalité et la mémoire d'un fantasme. Il y a aussi des moments où il y a des éléments dans la réalité qui viennent soutenir, confirmer un fantasme. C'est-à-dire que parfois l'inceste n'est pas seulement imaginaire, il arrive que ça se produise dans la réalité. Mais c'est extraordinairement difficile, comme on vient de le voir, de faire la part des choses entre est-ce que ça a eu lieu réellement ou est-ce que c'est simplement un fantasme pris pour la réalité? Pour la mort d'un enfant, c'est la même chose. On a tellement souhaité la mort d'un petit frère parce que le petit frère est venu nous détrôner de notre place dans le cœur de maman, que si ce petit frère meurt par accident, on se sent coupable toute la vie. On a le sentiment que c'est parce que on a souhaité sa mort qu'il est mort. Et on peut avoir le sentiment aussi que l'inceste est particulièrement horrible, particulièrement difficile à supporter parce qu'on l'a souhaité. Et le souhaiter ne veut pas dire qu'on souhaite sa réalisation. C'est complètement différent. Le désir, c'est le désir. Ça ne demande pas forcément une satisfaction. En tout cas, dans le cas de l'inceste, c'est interdit. Dans l'humanité, c'est comme ça. C'est ce qui permet aux générations de se distinguer et donc aux enfants de partir de chez les parents pour pouvoir mener leur propre vie et non pas la vie que leurs parents souhaitaient pour eux. Parce que ça, c'est aussi une forme d'inceste. C'est-à-dire se prendre pour son enfant et vouloir à tout prix qu'il fasse ce que l'on souhaite. J'ai très longtemps reçu une jeune femme qui, elle aussi, a très rapidement découvert qu'elle avait souhaité un inceste avec son père, mais elle savait très bien que ça n'avait pas eu lieu. Par contre, elle se souvenait de jeux débiles que faisait son père avec elle quand elle était petite.
Il lui disait des choses comme « Va sous les jupes de ta mère et va y taper les fesses, tu vas voir, ça change les chaînes de la télé. » Ah, vous voyez, c'est le père qui encourage à quelque chose qui est tout à fait vulgaire et qui est de l'ordre de la sexualité et donc de l'inceste, puisque c'est avec maman que ça se passe. Alors, la petite fille y allait, naïve, et puis c'était papa qui demandait, et puis pendant ce temps-là, le père appuyait discrètement sur la chaîne, et ça marchait. Bon, ce n'est qu'un exemple, il y avait plein d'autres jeux débiles. C'était peut-être des fantasmes? Non, parce que actuellement, le frère de cette dame a une petite fille, et elle voit son père lui refaire à la petite fille les mêmes jeux que elle avait vus dans son enfance. Ces mêmes jeux sont une sorte d'abus sexuel entre guillemets, parce qu'il ne s'agit pas vraiment de coucher ensemble, mais il s'agit de tricher avec l'autre, de tromper l'autre sur des choses qui sont de l'ordre du sexuel, et d'autant plus de l'ordre du sexuel que mon analysante s'est aperçue que son père ne faisait ce genre de blagues stupides que à des filles, pas aux petits garçons, jamais. C'est une façon de discriminer le sexe et de dire que d'une fille, on peut en faire ce qu'on en veut, on peut se foutre de sa gueule comme on veut. Il y avait là quelque chose d'un abus qui n'est pas vraiment l'inceste, mais qui est venu renforcer le sentiment du fantasme fondamental d'inceste. Donc vous voyez que là, il y a des éléments de mémoire qui sont confirmés par des éléments de mémoire beaucoup plus actuels, mais qui renvoient quand même à un fantasme fondamental. Mais quand il y a eu comme ça un soutien dans la réalité à quelque chose de fantasmatique, quelque chose de l'ordre de l'abus, eh bien c'est beaucoup plus difficile de faire la part des sols, et c'est beaucoup plus difficile de s'en sortir. Et mon analysante est encore chez elle à ne pas pouvoir faire quoi que ce soit aujourd'hui. Elle n'arrive pas à sortir de ce fantasme, c'est-à-dire sortir de l'emprise de ses parents. Alors je peux revenir à moi maintenant, parce que j'ai aussi des éléments dans ma vie qui ont été dans le sens de la confirmation de quelque chose d'incestueux. J'ai eu la puce à l'oreille grâce à des rêves, j'analyse beaucoup mes rêves, et un certain nombre de rêves m'ont mis sur la piste de ceci, que j'avais peut-être bien été victime d'un viol de la part de mes deux frères, qui avaient 11 ans de plus que moi. Eh bien, j'ai longuement hésité. Un temps, j'ai été convaincu que ça avait dû arriver. Et puis un temps, j'ai fini par penser que peut-être bien que ce n'était que du fantasme. Et pourtant, ce fantasme était soutenu par le fait qu'effectivement, mes frères m'ont fait à moi un certain nombre de crasses, comme les blagues stupides de l'analysante dont je viens de parler, et ils m'en ont fait toute ma vie. C'est ce qui se passe d'ailleurs régulièrement dans une fratrie, quand les aînés ne sont pas contents de la survenue des cadets, qui viennent prendre leur place dans le cœur des parents, bien évidemment. Donc ils m'ont fait des saloperies, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc ça soutenait ce fantasme de viol. Mais pourquoi ça allait dans un sens sexuel? Parce qu'il n'y avait peut-être pas eu de saloperie au sens sexuel, j'en sais rien du tout, je peux pas le dire. Mais c'est que ma mère, qui était une éternelle constipée, s'est imaginé qu'il en était de même pour moi, et quand j'étais petit, me donnait régulièrement des lavements. Donc vous vous rendez bien compte que c'est un substitut d'acte sexuel, où elle tient le rôle de l'homme, et elle me met à la place d'une femme, ce qui me soumettait à l'angoisse de castration, parce que pour être une femme, il faut faire le sacrifice de son phallus. Eh bien, il se trouve que j'aimais ma mère, et que donc,
Ça avait beau me faire très mal, ces lavements, c'était quand même un moment où elle s'occupait de moi. Et dans quelque chose qui peut faire penser à un acte sexuel, qui soutenait en tout cas le fantasme d'un acte sexuel avec elle. Mais comme mes frères, eux, je ne les aimais pas, qu'ils ne m'aimaient pas non plus, j'ai préféré faire glisser la faute sur mes frères plutôt que sur ma mère. Ça me permettait de préserver une image sympathique, pure et tranquille de ma mère. Bon, ce qui n'était pas le cas, parce que je suppute qu'elle satisfaisait elle aussi un certain fantasme en me soumettant à ces lavements. Comme quoi, vous voyez que les rapports de l'imaginaire et de la réalité ne sont pas simples quand il y a des éléments dans la réalité qui viennent soutenir le fantasme. Your frame is a slender tree, and hands too sprawling leaves your mouth a quiet dawn. Your hair a waterfall, your eyes stars astrolight, slow whispers of infinity that draw me closer to your body night by night. And my love is a satellite spinning, 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 spinning. Your questions are impossible. Galaxies and moonlight flow, angry tides and fallow lands, and our universe expands. Your footprints are maps to me, under sunlight speckled words you feed me. In the failing light, a simple meal of gravity, and oh, my love is a satellite spinning, 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 spinning. You reached into space for me, held my orbit evenly certain of infinity, but moons and comets die eventually. And when we go in peace, when our spirits go free, and the world's only gray, quiet dawning galaxy, oh, and my love is a satellite spinning, 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 oh, spinning.